C'était une époque où, dans le monde entier, retentissait le même cri, du travail ou du pain. Paul Nizan écrivait « C'était une époque qui rappelait la formation des guerres de religion, lorsque les granges des protestants flambaient, lorsque les hommes partaient sur les routes pour combattre. Le dimanche, sur des places qui avaient connu des siècles de tranquillité, sur des places qui, depuis des générations, n'avaient pas vu passer les ombres des révolutions, des guerres, des invasions, des bandes s'affrontaient. On faisait connaissance avec la faim, avec l'angoisse. Le désespoir avait une puissance d'explosif. Soudain, sur ces places, les pierres volaient, les chevaux galopaient, les matraques sonnaient sur les têtes, les revolvers tiraient. Les grandes villes étaient traversées par des cortèges d'ouvriers comme on n'en avait pas vu depuis des dizaines d'années. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, ils avaient des blessés, des infirmes, des morts. Des fils, des veuves connaissaient le goût de la vengeance. La gangrène nous venait de la lointaine Amérique, où un certain vendredi noir avait éclaté la crise. Au pays de Cocagne, on récoltait les raisins de la colère. Bientôt Roosevelt vint, c'est-à-dire le charme et la nécessité de faire des miracles. Pour sauver le capitalisme du naufrage, ce patricien libéral invente un nouveau contrat social, le New Deal. Dans le folklore mécanique des Américains, la locomotive du New Deal écrasait le vieux tortillard de la crise. C'était une époque où les travailleurs réclamaient le droit d'être des hommes. On ne leur donnait même pas celui d'être des travailleurs. La crise a mis 2 ans pour traverser l'Atlantique et pour envahir l'Europe. Ici, on ne lui trouvera pas d'autre remède que la guerre. En attendant, le chômage tue lentement. Je cherche du travail. Tout le monde mange, sauf le chômeur. Le chômeur qui ne mange pas parce qu'il n'a rien à manger. Il est assis sur le trottoir, il est très fatigué. Depuis le temps qu'il attend que ça change, il commence à en avoir assez. Soudain il se lève, soudain il s'en va, à la recherche des autres. Des autres qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont rien à manger. Des autres tellement fatigués. Des autres assis sur le trottoir et qui attendent que ça change et qui en ont assez. Tous les autres tellement fatigués, fatigués d'attendre. Fatigué. Jacques Prévert. Comme vous avez pu le constater, nous nous efforçons d'améliorer sans arrêt les conditions de votre existence à l'usine. Bon appétit, mes chers amis, et vive la bonne humeur française. Les banlieues commencent à penser au grand soir. Les beaux quartiers continuent à penser à leur bonne soirée. L'horloge de la France est arrêtée le 11 novembre 1918. Une république fantôme, 3e du nom, expédie mal les affaires courantes.
Depuis 60 ans, la France n'a pas changé de constitution. Elle se contente de changer de gouvernement. Tous les 6 mois. Le président de la République inaugure les chrysanthèmes. Le préfet de police, M. Cap, qui aime l'ordre en toute chose, introduit les premiers feux rouges et les passages cloutés. Personne ne croit plus à cette République-là, ni à droite, ni à gauche. Entendez-moi, le bonheur ne reviendra pour tous, grands et petits, que dans l'ordre, le calme, l'harmonie, la tranquillité, la confiance. Le chef de l'État adresse à la nation un suprême appel devant ce monument qui consacre la période la plus douloureuse de toute la vie messine. Oui, il veut garder la conviction que cet appel sera entendu jusque dans les parties les plus éloignées de notre cher pays de France. Parti radical et parlementarisme sont les deux mamelles de la France. Dans la ronde du système, les ministres sont tous de futurs présidents du Conseil, les présidents du Conseil de futurs ministres. République des francs-maçons, s'indigne la droite. République des 200 familles, accuse la gauche. République des notables, répond fièrement le centre. Un chapeau. À ce chapeau. Un chapeau. Mais c'est un chapeau Sols. Votre intérêt, madame et monsieur, est de vous rendre sans tarder chez le maître chapelier Sols. Achetez un ou plusieurs chapeaux. Hâtez-vous d'aller chez Sols, qui maintiendra ses prix jusqu'à épuisement de ses marchés. Pourquoi la France est-elle gouvernée par des hommes de 75 ans, demandent les chansonniers. Parce que ceux de 80 ans sont morts. Il y a 50 ans que cela dure, la France paysanne et radicale conserve pieusement ces vieillards qui n'en finissent pas de célébrer une victoire usée jusqu'à la corde. Ils ont gagné la der de der, mais les civils ont perdu la paix. Quand les choses vont mal, l'armée est le dernier recours. Aussi la droite cherche, parmi tous ces visages, celui d'un général ou d'un maréchal président. Même celle qui réclame un roi avec Charles Maurras devra se contenter d'un colonel. Casimir de la Roque, l'homme des anciens combattants. Son programme, travail, famille, patrie. Nous voulons la France française, nous voulons la France française. Paladin de France, debout, debout les morts. Enfant du général Boulanger, il défile en bataillon de plus en plus serré. D'abord ancien combattant, puis croix de feu, Ligue patriotique enfin. Nostalgiques de la grandeur perdue, ils ressortent petit à petit leur uniforme de la Marne et de Verdun. Béret, décoration, godillot. La canne tiendra lieu de fusil, provisoirement. Ne construira rien
sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Nous n'appartenons à personne. Aucune préoccupation de plaire ou de déplaire, de ménager celui-ci, de satisfaire celui-là, ne guide nos décisions. Revêtus de cette puissance, nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle se lève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole de la réconciliation française. « 1934. Depuis 2 ans, la droite entretient une atmosphère de guerre civile. Dans le centre de Paris, elle tâte les défenses du régime. Dans les banlieues ouvrières, elle lance des expéditions punitives pour se faire la main. Il arrive que ligueurs et ouvriers se retrouvent côte à côte face au service d'ordre. La police met tout le monde d'accord en distribuant les coups de pèlerine, mais avec discernement. Les ouvriers sont embarqués dans les paniers à salade, tandis que les formations des jeunesses patriotes paradent au grand jour. Désormais, on ne cache plus son jeu, on jure d'abattre la République et d'exterminer la peste rouge. Je viens jurer fidélité et obéissance totale au chef que nous avons librement choisi. Nous jurons de réaliser en face des politiciens qui perdent la France l'union de la génération, de travailler pour la révolution nationale et de donner au pays les régimes et les chefs qu'il mérite. Fermez-le! Groupés derrière des drapeaux rouges, l'armée de la révolution sanglante va rassembler ses hommes en face de la révolution qui mettra la France à mort. Il y a la révolution nationale qui sauvera la France. Et vous en êtes les chevaliers. Gloire à vous et merci à vous. Dans une France enfin virile, les représentants du peuple seront remplacés par des chefs, le vote par un serment, la loi par une mystique. Pour cela, ces super patriotes adoptent la doctrine nazie et en copient toutes les modes, les bottes, le ceinturon et le salut fasciste. Ici, des rôles sont distribués. On a trouvé un maréchal-président, Hindenburg, un chef, Adolf Hitler, une mystique, le national-socialisme. À la mort d'Hindenburg, Hitler, enfin seul, prend possession de son peuple. Il rêve déjà de posséder le monde. Avant Hitler, Mussolini a inventé le fascisme. Pourtant, les Français n'arrivent pas à le prendre au sérieux. Ils l'ont baptisé le César de Carnaval. Il lève le menton, il bombe le torse. Il rêve d'exploits guerriers, de conquêtes coloniales. Il veut restaurer l'Empire romain. Ma un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola. Fate il grido della tua fermissima, incrollabile decisione, riempia il cielo. Primavera, viva
fascisme, c'est la guerre. Les premiers, les intellectuels l'ont compris. Les premiers, ils s'engagent. Mars 34. Un comité de vigilance des intellectuels antifascistes est créé à Paris. Président, les professeurs Rivet et Langevin. Secrétaire, Jacques Soustel. Alain, Giono, Henri Barbus, Picasso, Breton, Joliot-Curie, Éluard et 1000 autres en font partie. Le mouvement est lancé, jusqu'au Front populaire. La légende toute neuve de la Révolution d'octobre fascine tous ces hommes écœurés par un monde qui ne s'est enfanté que le chômage et la guerre. Le grand cri poussé par l'Union soviétique a réveillé tous les espoirs, déclare André Gide, qui ne manque aucune réunion et qui lève le poing avec une ferveur encore intacte. Les jeunes, Aragon, Nizan, Malraux, brûlent d'un romantisme révolutionnaire. Malraux qui décrète « La bourgeoisie disait l'individu », le communisme répond « l'homme ». Il vient d'obtenir le prix Goncourt pour la condition humaine, bréviaire de toute une génération. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. Tout aussi engagés, les écrivains de droite manient le stylo comme une baïonnette et pour fendre Malraux dans Gringoire. N'y manquait jamais, avec sa figure de maniaque sexuel, dévoré de tics, le sieur André Malraux, espèce de sous-barès bolchéviste, rigoureusement illisible, et qui soulevait pourtant l'admiration des jeunes gogos de droite à Saint-Germain-des-Prés, avec sa façon hermétique de raconter des faits divers chinois, effilochés dans un bouillon d'adjectifs. 1932-1934. 5 ministères en 18 mois. La mécanique s'affole. Un chauffeur de taxi est condamné pour avoir traité un autre d'espèce de député. Même pour la justice, c'est une insulte. Le Figaro écrit « Le pays est là de ces équipes fourbues ». Le scandale Stavisky sonne le halali. Au départ, une sombre affaire d'escroquerie, 500 millions de faux bons de caisse. Le coupable, un certain Sacha Stavisky, est en fuite. Puis le scandale éclate. L'escroc bénéficiait d'incroyables protections au Parlement et dans le gouvernement. Perquisitions, interrogatoires, interpellations. 2 députés sont arrêtés, des ministres compromis. La presse s'en mêle et révèle que l'affaire a été renvoyée 18 fois. Or, le procureur général est le beau-frère du président du Conseil, Camille Chotan. C'est un torrent de boue, titre le Figaro. Le 8 janvier, coup de théâtre. On annonce le suicide de Stavisky à Chamonix, juste au moment où les policiers allaient l'arrêter. Curieuse coïncidence, constate le Canard enchaîné qui ajoute « Stavisky s'est suicidé d'une balle qui lui était tirée à bout portant. » C'est le sauve qui peut. 2 ministres démissionnent, entraînant dans leur chute le cabinet Chotan. Dans un climat d'émeute, Édouard Daladier, le taureau du Vaucluse, lui succède. Son premier geste, éloigner le préfet de police, M. Cap, enfant chéri de la droite. Au cri de vive Cap, Daladier l'émission, les croix de feu et les ligues s'ébranlent pour descendre les Champs-Élysées. Il est remonté depuis 10 ans. Objectif, le Parlement. Cette fois-ci, c'est promis, c'est le coup de torchon. On va fesser les députés. Matin, Paris est en état de siège. 8 régiments d'infanterie, 6 de cavalerie et 5 d'artillerie prennent position dans la capitale. Toute la nuit, les vagues des manifestants étaient venus buter contre les barrages de police sur le pont de la Concorde. Les escadrons de garde avaient chargé, les manifestants avaient tranché les jarrets des chevaux à coups de rasoir. 20 morts, 1600 blessés. Au Parlement, les députés affolés avaient voté la confiance à Daladier et s'étaient enfuis en province.
Devant le coup d'État, la République se couchait. Mais aux portes du palais Bourbon, le colonel de Larocque avait arrêté ses hommes. Les ligues pouvaient abattre le régime, elles se contentent de renverser le gouvernement. Un de plus. Daladier, taureau aux cornes d'escargot, donne sa démission. Cherche un homme providentiel. Elle en trouve un, à la mesure du moment. Gaston Doumergue, dit Gastounet, ancien président de la République qu'on ramène en triomphe de sa retraite de Tournefeuille. Il forme un gouvernement d'union nationale avec 7 anciens présidents du Conseil et le maréchal Pétain à la guerre. Tous les recordages sont battus. Georges Bernanos exprime sa déception sans mâcher ses mots. Il croyait restaurer la France, ils ont ressuscité Guizot. Merde. Alors le peuple se met en marche et déferle dans la rue, spontanément. Depuis la scission de Tours en 1920, la classe ouvrière est déchirée. Socialistes et communistes sont devenus des frères ennemis. Leurs dirigeants ont refusé de se rencontrer pour organiser une riposte commune au 6 février. Le 9, les communistes seuls ont manifesté à la République et dressé des barricades boulevard Voltaire. Les combats de rue avec la police ont duré 5 heures et fait 9 morts. Aujourd'hui, 12 février, les socialistes défilent de Vincennes à la Nation. En débouchant sur la place, ils voient s'avancer vers eux une autre colonne, les communistes qui se sont décidés à la dernière minute. Va-t-on se battre devant le service d'ordre, comme on le fait depuis 15 ans? Les dirigeants s'approchent pour parlementer, mais de la foule s'élève un seul cri, unité. Ce jour-là, naît le Front populaire, ici, dans la rue. Il ne laissera pas toucher à la République qui est son bien. La preuve est faite. La province soulevée tout entière. Paris rassemblé dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs! Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible! Vive le peuple ouvrier de Paris! Ce jour-là aussi, place de la Nation, un homme a rendez-vous avec son destin. Léon Blum. Le Parti socialiste est encore le premier parti ouvrier de France, hérité du vieux romantisme révolutionnaire avec ses chapeaux de poète et ses cravates lavalières. Il est marxiste. Il a même ses gauchistes et ses trotskistes. Mais il se méfie des masses. Ce serait une folie, dit Léon Blum, de compter sur les masses inorganiques et sur leur violence moutonnière. Elles marchent un jour derrière Boulanger et l'autre derrière Clémenceau. Il faut d'abord les éduquer, les organiser. Alors quand tout le monde sera prêt, on pourra faire la révolution. Une révolution idéale, pure comme le diamant.
Ce jeune bourgeois normalien, conseiller d'État et critique littéraire, à la silhouette alanguie, à la voix douce, ce contemporain de Gide et de Proust dira un jour « Je me demande parfois si j'étais fait pour être un homme politique. Peut-être eussé-je dû écrire. » Venu très tard à la politique, à 47 ans, il est surtout un homme de parlement. Pour ce moraliste scrupuleux et tourmenté, la fin ne justifiera jamais les moyens. Il ne se salira jamais les mains. La grande vague populaire du 12 février a emporté toutes les digues. Tout se met à bouger. Et d'abord le Parti communiste. Jusque-là, c'est un petit parti bolchevique, pur et dur, semi-clandestin. Une politique, la lutte des classes, une lutte sans merci. Un slogan, les soviets partout, une seule patrie, l'Union soviétique. Aujourd'hui, le parti, c'est lui. Le fils du peuple pour les militants, l'homme au couteau entre les dents pour les autres. À 30 ans, il prend le contrôle du parti avec son ami Jacques Duclos, le petit pâtissier. Duclos, c'est la faucille, Thorez, c'est le marteau. En 1925, Thorez a rencontré Staline à Moscou, le cœur battant, dit-il. Nous, communistes de France, nous voulons suivre l'exemple de nos frères de l'Union soviétique. Nous sommes des internationalistes, les militants fidèles de l'internationale communiste. Nous sommes les frères de Thälmann, que nous voulons arracher aux griffes de Hitler, comme nous en avons arraché le grand Dimitrov, devenu pilote de notre internationale. Когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы она ни была, чтобы они были так же свободны от всякого подобия памяти, как мы. Pour Staline, tous les partis communistes sont des soldats au service de la Troisième Internationale. Il avait tout misé sur le Parti communiste allemand, il s'est trompé, Hitler a triomphé. Чтобы они были такими же мудрыми и неторопливыми в решении сложных вопросов. Где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и всех минусов. Каким был Ленин? Entre le fascisme et le communisme, la guerre est désormais inévitable. Il va donc changer de tactique. L'arme à l'œil, il enterre un tous les camarades d'octobre. Kirov, Orjonikidze, c'est lui qui les a fait assassiner. Dans le secret de son cœur, il a décidé le grand tournant. Premier indice, la visite à Moscou de Pierre Laval, ministre français des Affaires étrangères. L'URSS signe un pacte d'amitié et d'assistance avec la France, République bourgeoise. À l'issue de la visite, le Kremlin publie un communiqué qui stupéfie les chancelleries. Monsieur Staline approuve pleinement la politique de défense nationale de la France. Le virage est pris. On s'en apercevra plus tard. Staline réveille le peuple de Moscou en pleine nuit et l'appelle dans la rue. Un immense complot a été découvert, annoncent les haut-parleurs. Des traîtres osent conspirer contre la patrie des soviets et son chef bien-aimé. À mort les vipères lubriques, à mort les chacals enragés. Et les procès commencent, qui ne cesseront plus jamais. Tous les vieux compagnons de Lénine défilent devant le procureur général Vyshinsky, dont le nom devient sinistrement célèbre. Radek, Kamenev, Boukharine, Zinoviev, Tomsky, gauchistes, révisionnistes, réformistes, ils sont tous liquidés. Mais dès juillet 1935, c'était officiel. Au 7e congrès de l'Internationale, Dimitrov donnait pour consigne « Fini la lutte des classes, front populaire partout ». Thorez était là, il avait le feu vert. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères, est désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. L'Internationale a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur aînée, la Marseillaise. La Marseillaise a jailli des entrailles de la France révolutionnaire de 1792. Elle est l'expression ardente et passionnée de la volonté révolutionnaire du peuple de France. Et le Parti communiste est fier d'avoir pris l'initiative de célébrer la mémoire de Rouget de Lille, immortel auteur du chant immortel des soldats de l'an 2. La France découvre alors un Thorez nouvelle manière, celui de la main tendue. Aux socialistes d'abord, hérétiques qu'il faut ramener au bercail,
au parti radical, le plus grand des partis, dit-il, aux croix de feu même autorisés à se repentir. Tous les matins, l'humanité entonne le même refrain. Nous te tendons la main, catholique, parce que tu es notre frère. Dans le Figaro, François Mauriac frissonne. Dans ce vieux salon où j'étais seul, attentif à la voix du rossignol qui essayait de chanter dans la nuit froide, une autre voix s'éleva presque aussi douce, plus persuasive que celle de Philomène. La voix du communiste Thorez. Faut-il repousser ses deux doigts tendus par le camarade Thorez? Faut-il au contraire les serrer en fermant les yeux? Première étape, les deux centrales syndicales, la CGT de Jouhaud et la CGTU communiste de Benoît Frachon, fusionnent au congrès de Toulouse. Thorez paye le prix. Il applaudit Jouhaud qu'il traitait la veille d'assassin de la classe ouvrière. Emporté par le mouvement, Édouard Daladier et le Parti radical adhèrent au Rassemblement populaire. Comme on souscrit une police d'assurance. Entre les blancs et les rouges, nous voulons demeurer les bleus, ni radicaux, ni marxistes, ni conservateurs, radicaux socialistes, et c'est assez. « 14 juillet 35, une date. Ils sont tous là pour la journée du serment. Socialistes, communistes, radicaux, syndicalistes, intellectuels. Et ils jurent de rester unis pour défendre la démocratie. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont là aussi. La forêt, je la vois marcher, une forêt touffue d'hommes et de femmes. Elle avance d'un pas lent et sublime avec un bruit sourd d'océan. Malheur à qui voudrait l'arrêter. La droite commence à avoir peur. Et la peur nourrit la haine. On accuse l'étranger, mais ça ne suffit plus. Il faut des boucs émissaires, sur place. Les juifs, pardi. Au quartier latin, tenu par des groupuscules d'extrême droite, on lynche les étudiants juifs au cri de « La France aux Français ». Dans l'Action française, Charles Maurras s'acharne sur Léon Blum, l'ennemi public numéro 1. Haine hystérique, hideuse. Ce juif allemand naturalisé ou fils de naturalisé qui disait aux Français en pleine chambre qu'il les haïssait n'est pas à traiter comme une personne naturelle. C'est un monstre de la République démocratique, détritus humain à traiter comme tel. L'heure est assez tragique pour comporter la réunion d'une cour martiale qui ne saurait fléchir. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Boulevard Saint-Germain, les camelots du roi attaquent Léon Blum et s'acharnent sur lui. Si vous n'avez pas la guillotine, leur avait dit Maurras, vous avez bien un vieux couteau de cuisine. Autre bouc émissaire, le professeur Gèze, forcé de quitter la Sorbonne sous les huées. Pourquoi? Parce qu'il est conseiller à la Société des Nations du Négus Haïlé Sélassié. L'Abyssinie a été attaquée par les troupes de Mussolini. Aucune puissance n'a levé le petit doigt. Dans son beau palais tout neuf à Genève, la Société des Nations sacrifie au culte de la paix. Ici, Briand a déclaré après 14-18, plus jamais la guerre. La paix à n'importe quel prix. Les dictateurs peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ici, on fait de beaux discours et on ferme pudiquement les yeux. Speaker on this is His Majesty Negus Haile Selassie. I call upon the first delegate of Ethiopia. Monsieur le Président, Monsieur le... Le Négus qui vient chercher de l'aide est accueilli par les sifflets des journalistes italiens. Annuncio al popolo italiano
e al mondo l'Etiopia è italiana. Au fond, il suffisait d'avoir de l'audace. La preuve, ni l'Angleterre ni la France n'ont bronché. Elles ne bronchent pas non plus quand Hitler réoccupe la Sarre et la Rhénanie. Nous sommes tous d'accord pour servir la cause de la paix. We are all at one in trying to serve the cause of peace. As regards peace, not only in Europe, in the whole world, nous sommes tous d'accord pour servir la paix. Wir haben nicht ihre Kolonien. Wir haben nicht all die Möglichkeiten internationaler Weltverbindungen, die diesen Staaten und Völkern zu eigen sind. Deutschland, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Monsieur Sarraut. Mais qui est ce monsieur Sarraut? A bien dit, avec un joli mouvement de menton, nous ne tolérerons pas que Strasbourg soit à portée des canons allemands. Eh bien, elle y est. Et il ne s'est rien passé. Le Canard enchaîné a simplement titré « L'Allemagne envahit l'Allemagne ». Colombe, 1936. La France s'est battue 3-1, mauvais présage. Front populaire contre Front national, gauche contre droite. Le choix est simple pour les lecteurs de 1936. Une fois n'est pas coutume. Les slogans, eux, ont la vie dure. Votez Front populaire contre le fascisme, contre la guerre, contre la misère. Pour la révolution et pour la paix, faites bloc. La patrie est en danger, le Front populaire c'est Moscou, l'anarchie, la guerre civile. Français, ouvrez les yeux. Vous avez à choisir entre le drapeau rouge et le drapeau tricolore. La France va se casser en deux, se lamente le chanoine Desgranges, candidat à Havane. Monsieur Flandin informe ses électeurs qu'il fait une conférence électorale ce soir à 4h à la mairie. Alors, vous avez beaucoup de monde? Rien, encore pas mal. Puis, vous saviez, bien fait mauvais temps, vous avez eu davantage de monde, peut-être? Ben, il m'est très difficile de vous présenter des amis parce que je n'ai ici que des amis. Et si je devais choisir, il me serait extrêmement difficile, évidemment, de dire pourquoi celui-ci ou celui-là l'est davantage ou moins celui-là. Si vous dire quelques mots comme ça. Mes amis, vous savez, nous allons avoir des élections et que M. Manzel est une fois de plus candidat. Vous savez que je l'ai défendu tant que j'ai pu. Et que j'ai, avec votre appui, êtes-vous disposé à me le donner toujours? Toujours prêt, monsieur le maire. Nous sommes contents de lire, pourquoi changer? Tu n'as pas raison? Il apparaît que le public est très circonspect. Je comprends d'ailleurs cette réserve, car le suffrage universel a en face de lui des réformistes sans réforme, des révolutionnaires sans révolution, et des conservateurs qui ne conservent rien. Depuis 10 ans, elles veulent voter. Elles attendront encore 10 ans. Pourquoi voulez-vous voter? Pour protéger la femme et protéger l'enfant. Nous avons les parents. Nous avons quoi? Nous travaillons. Parfaitement. Vous faites du travail double même. Oui, parce que moi j'ai élevé mes deux enfants. Nous jurons de défendre les libertés du peuple et de fonder pour lui la justice qu'il attend. Nous jurons socialistes et communistes de travailler sans faiblir et sans nous laisser rebuter par aucun obstacle pour la cause de l'unité prolétarienne que j'aurai abolie. La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles. La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent. Mesdames, messieurs, venez avec nous. Vous tous, jeunes, vieux, s'il vous plaît, suivez-nous. Ces gens qui sont vos ennemis, nous allons vous les montrer. Ces ennemis de votre pays, vous allez les voir évoluer. Camarades, regardez. Nous voulons conduire
à l'unité totale de la classe ouvrière. Nous voulons conduire à l'union du peuple de France, à la réconciliation de la nation française contre les 200 familles et leurs agents fascistes. En avant, pour le succès du Front populaire. En avant, sous le grand et invincible drapeau de Marx, Engels, Lénine, Staline. Suffrages exprimés 13 250 ont obtenu Bossoutreau 6 594. Justin 9 715. C'est la victoire, éclatante. Front populaire, 370 sièges, droite, 220. Pour la première fois, la France a voté à gauche. Le déplacement de voix est infime, 1,3%. Mais les désistements au second tour ont fait gagner 40 sièges de plus au Front populaire. L'unité a payé. Avez-vous des nouvelles? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles du monde, il paraît qu'il va changer. La vie va devenir très belle. Tous les jours on pourra manger, il y aura beaucoup de soleil. Tous les hommes seront grandeur naturelle et personne ne sera humilié. Jacques Prévert. La droite avait prédit des flots de sang. La France n'est qu'une immense kermesse. Bientôt le peuple aura son gouvernement. Bientôt, non. Léon Blum, toujours respectueux de la Constitution, ne veut pas former son ministère avant la rentrée du Parlement. Il faudra attendre un mois. Citoyens, camarades et amis, nous étions tous ici il y a un an. Tous ensemble, nous avons prêté le même serment. Le serment a été tenu. Un mois à attendre, c'est trop long. Les ouvriers n'ont pas confiance, ils veulent des gages. Renault, Nieuport, Citroën, Fiat, Nomerone, Caudron sont occupés dans la région parisienne. Bientôt, c'est un raz-de-marée. 2 millions de grévistes, 9000 entreprises occupées dans toute la France. Le mouvement entièrement spontané est parti de la base. Le Parti communiste et les syndicats sont débordés. La droite accuse les communistes accusent les trotskistes. Les ouvriers, eux, s'organisent tout seuls. L'action française affole les beaux quartiers. Les soviets sont là. Le pavillon rouge flotte à Marseille. C'est la révolution. La preuve, les 24 heures du Mans sont annulées. Ah oui, vraiment du beau travail à l'actif du Front populaire. Le grand soir est pour demain ou, qui sait, pour ce soir.
les salles de cinéma, les actualités lancent un appel au civisme des bons Français. Messieurs, j'ai à vous entretenir aujourd'hui d'une maladie nouvelle, d'une terrible épidémie qui menace de s'étendre sur le monde entier. Il faut, messieurs, empêcher coûte que coûte que cette maladie mortelle ne gagne le pays tout entier. Appliquez-vous à détruire le plus dangereux des microbes connus jusqu'à ce jour, le pessimus. Songez que l'on vous guette, que l'on épie votre faiblesse. Si vous n'y prenez garde, vous provoquerez la révolution ou la guerre. C'est par votre manque de confiance que vous condamnerez l'ouvrier et le patron à la plus lamentable des misères. Certes, la société France a au cours de son existence traversé des périodes tragiques. L'ennemi que vous avez à combattre aujourd'hui, le pessimisme, est le plus sournois, le plus meurtrier de tous ceux que vous avez connus jusqu'à ce jour. Dites-vous toujours que la France est le pays le plus beau et produit d'abondance quand son sol est ensemencé dans la confiance et l'espoir. Ayons confiance et notre beau pays poursuivra sa route dans le calme, la confiance et la prospérité. Enfin, Sarraut s'en va. Léon Blum présente son gouvernement, moitié socialiste, moitié radicaux. Le Parti communiste et la CGT ont refusé d'y participer, pour ne pas effrayer les bourgeois, disent-ils. Léon Blum aurait pu constituer un gouvernement socialiste homogène. Il n'a pas voulu, ou pas osé. Les radicaux contrôlent la guerre et les affaires étrangères. Il va bientôt le regretter. Première innovation qui fait scandale, 3 femmes ministres, dont Irène Joliot-Curie. Une seconde innovation prophétique, mais qui à l'époque fait ricaner, un ministre des loisirs, Léo Lagrange. À part cela, un gouvernement comme les autres. Trop même, au goût de certains. Le gouvernement de Front Populaire agira dans le cadre de la société actuelle, mais avec la volonté délibérée d'en extraire tout ce qu'elle peut comporter d'ordre, de sécurité, de bien-être et de justice. Dès le départ, Léon Blum annonce la couleur. Il sera le gérant loyal de la société capitaliste. Depuis 1925 déjà, il a exposé sa théorie sur la différence entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Cette fois-ci, dit-il, nous exerçons le pouvoir. Nous ne l'avons pas conquis. Ce serait une escroquerie de profiter de notre présence au gouvernement pour passer de l'un à l'autre. Révolution, oui. Coup d'État, non. Le premier geste du gouvernement est de demander aux travailleurs d'évacuer les usines et de s'en remettre à la loi. Les difficultés commencent, note le socialiste Braque. À Paris, les cafés et les restaurants sont fermés. On fait la queue devant les rares magasins d'alimentation ouverts. Vieux réflexe, on stocke l'huile et le sucre. On envoie les femmes et les enfants à la campagne. On expédie les capitaux en Suisse. Il n'y a plus une goutte de mazout. Demain, les boulangeries n'auront plus de pain. Les grands magasins, eux aussi, sont occupés. Un vieux compte à régler pour le sous-prolétariat des vendeurs et des vendeuses. 3 fois une minute de retard et c'était le renvoi. Défense de parler, défense de s'asseoir. Pour les femmes, robe noire obligatoire. Pour les hommes, pantalon à rayures. 2 employés avaient été renvoyés pour avoir apporté leur casse-croûte enrobés dans un numéro du Populaire. Aujourd'hui, on se venge. Et quelle plus belle façon de se venger. On chante et on danse. C'était une époque où les ouvriers pouvaient passer 10 ans dans une usine sans jamais voir son visage. Personnage mythique et lointain, à la fois craint et détesté, le patron. Patron tout-puissant.
patron de droit divin. Il circulait rarement dans les ateliers, le chapeau vissé sur la tête, menace silencieuse, et ne parlait jamais qu'au contremaître. Enfin, il le voyait de près, grandeur nature. Il était pâle, ses lèvres trahissaient l'émotion, son regard alla vers la cinquantaine de visages attentifs qui se dressaient devant lui. D'une voix où perçait la crainte, il leur dit « Vous avez devant vous un patron qui montre l'exemple du travail, que voulez-vous » L'heure attendue avait sonné. Avec quelque solennité, le délégué des grévistes parla des souffrances endurées dans les ateliers ouverts à tout vent, du manque d'hygiène et de sécurité, des salaires de misère et aussi, et surtout, des offenses à leur dignité. C'était comme une délivrance, autant une confidence qu'un réquisitoire. Les revendications avaient été consignées sur une feuille de papier. Déconcerté, le patron interrogea. « Qu'allez-vous faire ? Occuper les ateliers en attendant votre réponse. » Le patronat est désemparé. Son représentant, Lambert Ribaud, téléphone à Léon Blum. Nous sommes prêts à négocier. Le 7 juin à 15h, les discussions s'engagent entre patrons et ouvriers sous la présidence de Léon Blum. À 1h du matin, les accords Matignon sont signés. Pour une fois, on a fait vite. À la sortie, les patrons déclarent « La discussion a été courtoise, difficile et douloureuse. » Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe, titre le populaire. 12% d'augmentation de salaire, la semaine de 40 heures, 15 jours de congés payés, le droit syndical reconnu. Les cortèges partent à travers la ville annoncer la bonne nouvelle. Pourtant, il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez. C'est une révolution sociale, soit. Mais pourquoi pas la révolution tout court? Pourquoi pas la conquête du pouvoir? Tout de suite. Début juillet, 1000 usines sont encore occupées. Depuis le mois de mai, une minorité de socialistes et de communistes ne cesse de le proclamer, tout est possible. Marceau Pivert, socialiste de la gauche révolutionnaire, et le communiste Ferrat en sont les porte-parole. Tout est possible, maintenant, à toute vitesse. Nous sommes à une heure qui ne repassera pas de sitôt au cadran de notre histoire, alors puisque tout est possible, droit devant nous, en avant, camarades. Mais non, monsieur, tout n'est pas possible. Il n'est nulle question de chambardement, ni d'anarchie. Qui leur répond ainsi? L'humanité. Ferrat est aussitôt exclu du Parti communiste, Maurice Thorez lui-même intervient. Le grand soir, ce n'est pas pour ce soir, ni pour demain, ni même après-demain, dit-il. Il brandit un télégramme qu'il vient de recevoir des petits paysans. Ils ne sont pas contents de la grève des camionneurs. Nos cerises vont se gâter, dit le télégramme. Et Thorez conclut, vous voyez, nous n'avons pas encore derrière nous décidé comme nous jusqu'au bout la population des campagnes, ni des classes moyennes. Alors il faut savoir terminer une grève. Les dirigeants syndicaux, qui parfois se font siffler, vont d'usine en usine donner la consigne. Discipline, camarades, discipline. L'ordre, nous l'assurerons en amenant la classe ouvrière à comprendre que son devoir et son intérêt lui commandent d'entendre nos appels et de nous éviter d'avoir recours à des moyens de contrainte. Non, le Front populaire ne sera pas l'anarchie. Le Front populaire ne vivra. Le Front populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable d'assurer l'ordre. Il faut que la classe ouvrière soit capable de comprendre que son devoir et son intérêt exigent qu'elle ne fasse rien qui dresse contre elle la classe moyenne ou la classe paysanne. Roger Salandreau, ministre socialiste de l'Intérieur, promet au Sénat d'évacuer les usines par tous les moyens. Il annonce, sous les applaudissements, que des agitateurs, des étrangers suspects et 500 ouvriers ont été arrêtés. Lentement, et comme un regret, le travail reprend. Pourtant, fin juillet, 300 usines sont toujours occupées. Chez Peugeot à Montbéliard, les ouvriers dressent des barricades et la grande flambée de juin 36 mettra des mois et des mois à mourir, étouffés sous la cendre. Sont-ils déçus? Ils n'ont pas le temps de l'être. La révolution n'a pas eu lieu, mais le Front populaire continue. Après la fête des grèves, c'est la fête des congés payés. Ceux qui n'ont pas vécu avant 1936 ne pourront jamais comprendre ce que fut ce premier départ en vacances.
Un vieil ouvrier écrivait à Léon Blum, « Merci, grâce à vous, j'ai vu la mer avant de mourir. » Une petite fille lui envoyait une carte postale de Bretagne, « Merci, grâce à vous, je connais mes grands-parents. » À Matignon, Racamon avait dit au patron, « Vous comprenez, c'est comme s'ils avaient été au tombeau jusqu'à aujourd'hui. Ils ont soulevé la pierre tombale et ils voient la lumière. » Les familles qui habitaient Saint-Denis rêvaient depuis des années d'aller voir la Marne à Joinville. Pour elles, c'était l'autre bout du monde. Pendant que la France découvre les congés payés, la guerre civile éclate en Espagne. Ici aussi, tout a commencé avec le Front populaire. Mais une rébellion militaire, dirigée par le général Franco, décide d'en finir avec une république trop à gauche. ¿Quién entiende de cañones? Tu barca. No serviste en Marruecos. ¿Pero qué es un cañón? Vente conmigo. Nosotros dais la vuelta. Esperáis allá atrás. Y cuando nos echemos encima del cañón, duro con ellos. ¿Listo? Parece que sí. Aún a toda velocidad, si entras de costado contra cualquier cosa, no te matas siempre. ¿Y marras el cañón? J'aurai la victoire, dû la moitié de l'Espagne y périr. Général Molin. Pour un nationaliste tué, je tuerai 10 marxistes. Et s'il ne s'en trouve pas assez, je déterrerai les morts pour les fusiller. Général Caipodeliano. Vive la mort, Général Milan Astray. C'est l'hiver, l'exode, le froid, ni demeure, ni cimetière. Peuple et soldats mêlant leurs pas, femmes portant leur nouveau-né. Nous les avons vus remonter comme un sanglot aux Pyrénées, et tout ce grand piétinement de guenilles à la frontière. Aragon. La guerre d'Espagne casse la France en deux. Le premier réflexe, c'est la peur. Herriot dit à Blum, « Mon grand, ne te mêle pas de cette affaire, c'est trop dangereux. » Le parti radical et radical-socialiste
conscient de ses devoirs envers la République et envers la France, ne veut à aucun prix ni de la guerre étrangère, ni de la guerre civile, il n'en veut pas. La droite agite l'épouvantail de la guerre, les catholiques sont déchirés. L'humanité écrit, Français, ceux qui meurent là-bas, meurent pour vous. Quelques dizaines de volontaires partent à travers l'école des Pyrénées au secours de la République espagnole et forment les brigades internationales. Les deux premiers sont français, Marius Brunan, comptable, et Aimé Turel, décolleteur chez Berliet. Malraux et son ami Corniguillon Molinier, aidé par le ministre de l'Air Pierre Cotte et par un jeune chef de cabinet qui s'appelle Jean Moulin, rassemble 50 vieux cocos et crée l'escadrille Espagne. Staline envoie beaucoup de matériel mais peu d'hommes, 3000 spécialistes de l'armée rouge, des tankistes comme Malinowski et des pilotes comme Zakharov. Cette révolution espagnole est décidément trop anarchiste pour son goût. Que va faire le gouvernement du Front populaire? Dans l'écho de Paris, Raymond Cartier révèle que des émissaires de Madrid sont à Paris, que le gouvernement s'apprête à livrer en secret des armes aux républicains espagnols. Le chèque est déjà déposé au ministère de la Guerre. C'est un tollé général. Les radicaux menacent de démissionner. Baldwin, le Premier ministre anglais, téléphone directement au président Lebrun. Si Hitler saisit ce prétexte pour déclencher la guerre, l'Angleterre restera neutre. Au dernier moment, la livraison d'armes aux Espagnols est annulée. L'envoyé de Madrid, José de Lasua, est convoqué chez Léon Blum. Le lendemain matin, à 7 heures, dans l'appartement du président Blum, je sus de façon détaillée ce qui s'était passé. Il me l'a pris lui-même en pyjama, les yeux pleins de larmes. Le président Blum me dit textuellement, « Nous sommes des salauds si nous ne tenons pas nos promesses, et comme nous ne pouvons pas le faire, nous autres socialistes, nous allons quitter le gouvernement. Il y a conseil de ministres cet après-midi avec le président de la République. Je vais démissionner. » Je retournai aussitôt à l'ambassade et fis part de cette nouvelle à l'ambassadeur et à Fernando de los Ríos. Tous deux furent d'avis qu'il était absolument nécessaire que le gouvernement Blum continuât. Quant à moi, je m'opposais énergiquement à cette solution. Bien à contre-cœur, je me rendis au ministère de la Guerre et repris le chèque. J'allai voir Léon Blum à son domicile et j'ai déchiré le document en signe de notre renoncement. Je ne manquai pas de raconter au président ce qui s'était passé. Avec un triste sourire et baissant beaucoup la voix, il me répondit « Je crois que vous aviez raison. » Voilà ce dont j'ai connaissance et que j'autorise à publier où bon semblera. Le martyre de Léon Blum commence. Je n'en vis plus, dit-il à Pietro Nenni. Il court à Londres, à Genève. Finalement, il propose un pacte de non-intervention. Les Anglais applaudissent des deux mains, les Russes s'y rallient, Hitler et Mussolini signent tous les chiffons de papier qu'on voudra. Les dictatures, elles, n'ont pas tant de scrupules. Mussolini envoie 120 000 Italiens à son ami Franco, et Salazar 20 000 Portugais. Quant à Hitler, qui fait toujours bien les choses, il offre aux nationalistes l'arme qui leur donnera la victoire, l'aviation. Les pilotes allemands de la Légion Condor, qui bombarderont un jour Varsovie, Londres, Coventry, Amsterdam, se font la main sur Madrid. Et le 26 avril 1937, sur la petite ville de Guernica, ils inventent le bombardement de terreur. Ce jour-là, la Deuxième Guerre mondiale a vraiment commencé, en Espagne. Le peuple ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi le Front populaire abandonne le Frente Popular. Dans Irun encerclé, les miliciens ont tiré à blanc toute la nuit, attendant en vain 2 wagons de munitions arrêtés à la frontière par les douaniers français. Au matin, Irun est tombé. À Luna Park, devant 40 000 militants socialistes, Léon Blum vient se justifier. Est-ce qu'il y a un seul d'entre vous qui puisse croire de moi que 3 mois d'exercice du pouvoir
ait fait de moi un homme autre que celui que vous connaissez depuis tant d'années. Vous savez bien que je n'ai pas changé et que je suis toujours le même. Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Irun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Camarades, je vous parle gravement, je le sais. Je suis venu ici pour ça. Je sais bien ce que chacun de vous souhaite au fond de lui-même. Je le sais très bien, je le comprends très bien. Vous voudriez que l'on arrive à une situation telle que les livraisons d'armes puissent être faites au profit du gouvernement régulier et ne puissent pas l'être au profit des forces rebelles. Naturellement, vous désirez cela. Dans d'autres pays, on désire exactement l'inverse. Si on me demande de revenir sur la position du gouvernement et de déchirer le papier que nous avons signé, aujourd'hui comme hier, je réponds non. Cela ne serait possible que si nous étions devant la certitude prouvée que la signature d'autres puissances a été violée. Nous ne pouvons pas retirer la nôtre. La parola d'ordine dei Rossi era questa. Non passeranno. Siamo passati e vi dico che passeremo. Impossible à mes yeux, dans leur présence, d'agir autrement. Je n'admettrai jamais que la guerre soit inévitable et fatale, jusqu'à la dernière limite de mon pouvoir et jusqu'au dernier souffle de ma vie, s'il le faut. Je ferai tout pour la détourner de ce pays. Vous m'entendez bien? Tout pour écarter le risque présent de guerre. La guerre est possible quand on l'admet comme possible. Fatale quand on la proclame fatale. Et moi, jusqu'au bout, je me refuse à désespérer de la paix et de l'action de la nation française pour la pacification. Ne voyez-vous pas que c'est nous déjà qu'on part, que pauvres fous? Ne sentez-vous pas dans vos bras ce fait d'ombre et de lassitude? C'est à toi qu'on prend les fusils, ô ma patrie, au vent du sud. À Collioure, Machado n'a qu'une pierre sur un trou. La rentrée d'automne est mélancolique. Le franc est dévalué de 25% et les ouvriers perdent en septembre ce qu'ils ont gagné en juin. La dévaluation arrive trop tard. La semaine de 40 heures appliquée brutalement freine la reprise. Pour le Front populaire, c'est le coup de grâce, la défaite économique. La révolution manquée, l'Espagne abandonnée, le franc dévalué, que d'illusions perdues en 3 mois. Et pourtant, quelque chose a changé pour toujours au cours de ces chaudes journées de l'été 1936. En 73 jours, 135 lois ont été votées. Elles n'ont pas transformé la société. Les ouvriers sont toujours les ouvriers, les patrons sont toujours des patrons. Mais elles ont changé la condition des travailleurs. Jadis, ils n'avaient que des devoirs. Depuis juin 36, ils ont aussi des droits. Ils vont tous se retrouver une dernière fois pour l'enterrement du ministre de l'Intérieur, Roger Salengro.
Une campagne de presse l'accusait d'avoir déserté pendant la guerre de 14-18. Ses nerfs ont lâché et il s'est suicidé. Ce sont vraiment leurs illusions qu'ils enterrent ce jour-là. Avant un an, Torres traitera Blum de fusilleur de la classe ouvrière. Avant 2 ans, Daladier jettera les amis de Torres en prison. Avant 4 ans, la Chambre du Front populaire votera les pleins pouvoirs à Pétain. En mars 37, Blum démissionne. Il y aura encore 2 gouvernements dits de Front populaire, mais le ressort est cassé depuis longtemps. Nos juges les plus sévères, dit alors Léon Blum, reconnaîtront que nous avons travaillé avec sincérité, avec persévérance, avec courage. Et le petit ballet de la Troisième République peut enfin reprendre son cours interrompu.